Bonjour à tous. Donc on va commencer par une sorte d'introduction générale au growth. Pas forcément le growth hacking, comme vous pouvez avoir une image. On ne va pas parler de hack, on ne va pas parler de bidouille. Alors oui, on peut parler d'état d'esprit non conventionnel, on peut parler de faire les choses différemment, mais je peux avoir le petit... Mais en réalité, le growth, pour moi, comme on l'appelle chez Germinal, c'est plutôt une méthode pour générer de la croissance, quels que soient les moyens. Donc moi, je suis Paco Viltard, je suis cofondateur de Germinal, je m'occupe de toutes les opérations, donc toute la partie service. Je vais juste enlever mes lunettes parce que c'est horrible. Je vois rien du tout, voilà. Donc de toute la partie service. Germinal, depuis le début d'année, on a aussi une activité formation, où on partage toute notre méthode. Germinal, donc ça fait 2 ans et demi qu'on a créé ça, donc avec Benjamin et Grégoire, le CEO. Benjamin s'occupe plus de la partie formation et produits. Donc moi, je m'occupe de toute la partie service, donc de tous nos growth. Donc de toute la formation de nos growth, on en a une dizaine actuellement, et on exécute des stratégies de croissance pour des startups, des PME, des TPE et des grands groupes, des labinaux. Alors, comme je disais, pourquoi le cheval? Alors, on s'appelle la cavalerie, hein, juste la partie croissance pour les entreprises de Germinal. On aime bien trouver des noms, vous allez voir. Si vous regardez sur notre site, notre partie formation s'appelle l'antichambre et tout ça. Alors, 4 parties dans cette formation. Je vais d'abord vous expliquer comment ça marche, le processus itératif. Parce qu'il n'y a pas de croissance dans les entreprises aujourd'hui sans processus itératif pour moi. Alors, tout ce que vous allez voir ici, ce n'est que mon avis. Vous pouvez voir, même toutes les agences growth de la place ne pensent pas comme nous. Germinal, on a une manière particulière de faire. Nous, notre objectif, c'est de générer de la croissance, seulement de la croissance, et on ne s'intéresse pas à faire les trucs les plus hype possibles. Nous, ce qu'on veut, c'est générer du chiffre pour nos clients. Donc on va voir ensemble le processus itératif, on va voir ensemble ensuite comment nous, on voit l'acquisition, qu'on ne la voit pas en flow, mais qu'on la voit en système. On va parler ensemble ensuite des canaux et des destinations. C'est particulièrement horrible, je suis myope, en fait, Et ensuite, comment optimiser tous ces canaux et toutes ces destinations. Alors le growth, c'est quoi? Le growth, c'est un peu du marketing. Et c'est pour ça que j'appelle ça growth marketing. Historiquement, le growth hacking, c'était des bidouilleurs qui allaient scripter des automatisations pour générer des bons de croissance. Et il y a énormément, vous tapez gros hacking, il y a énormément d'études de cas sur Airbnb, sur Hotmail, ça c'est des vieux études de cas, sur comment hacker sa croissance, comment faire un bond de croissance, comment gagner 1000, 2000 utilisateurs. Nous, on pense chez Germinal que le growth, c'est plus large que ça, qu'en fait, c'est la nouvelle vision du marketing, et que le marketing traditionnel doit mourir et doit être remplacé par le growth. Le growth, c'est quoi? Et le growth marketer, c'est quoi? Et les growth qu'on a chez Germinal, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont ce qu'on appelle un profil en T, c'est-à-dire qu'ils ont un socle de compétences, et ils sont déjà bons dans ces différentes compétences. Compétences techniques, donc de code, compétences data, machine learning, analyste. Alors, je mets technique et data séparés, puisque certaines personnes, les data analystes par exemple, ne savent pas réellement coder, mais ils savent bien utiliser Google Sheet, Google Excel, voire des outils type Dataiku ou BigML, donc de machine learning. Une compétence de copywriting, une compétence de paid, donc Facebook, Google Ads, Pinterest, Snap, compétence de SEO, je pense que c'est pour ça que vous êtes là, on en parle un tout petit peu de SEO, et une compétence stratégique. La compétence stratégique, c'est une vision globale de ce qui fonctionne par secteur d'activité. Un socle global de compétences, et ensuite, pourquoi pour profil en T, c'est que chacun de nos growth en interne choisit une spécialité, et doit être 10 fois meilleur sur cette spécialité que sur les autres. Donc si je choisis la compétence paid, je dois juste exposer tout le monde en paid. Mais je dois être quand même bon en technique, je dois savoir coder. Je dois être bon en copywriting, donc je dois savoir structurer une landing page pour convertir. Donc l'idée c'est ça, le profil en T, un socle de compétences et une compétence dominante où je suis 10 fois meilleur là-dessus. Donc c'est ça pour moi le growth. Et en réalité ça se rapproche bien, c'est une sorte de digital marketer. Sauf que vous rajoutez quelques compétences du type technique, data, et pour moi, vous ajoutez une vision holistique de la croissance, c'est-à-dire que
tous les canaux vont rebondir entre eux et vous allez tellement bien les maîtriser que vous allez connaître les petites utilisations des canaux pour maximiser les performances des autres. On va le voir par la suite. Alors, le processus itératif, c'est quoi? Vous avez deux solutions pour faire croître votre boîte. Soit vous faites un plan, et je ne dis pas que c'est une mauvaise solution, c'est juste que je pense que ce n'est pas la meilleure manière d'atteindre le plus rapidement une énorme croissance. Mais vous pouvez tout à fait le faire. Vous pouvez faire un plan marketing sur 6 mois, sur 1 an, et l'exécuter, et passer par des agences. Et beaucoup d'entreprises font ça, alors de moins en moins, heureusement. Et même, comme je disais, hein, on travaille avec des PME, des TPE, et même ces entreprises-là se mettent à ce que j'appelle le growth. Deuxième solution, et évidemment c'est la solution que je recommande, vous partez du principe que vous ne savez pas ce qui fonctionne. Alors évidemment, vous savez un petit peu ce qui va fonctionner. Vous savez qu'en e-commerce, il faut plutôt faire ça, qu'en B2B, il faut plutôt faire ça. Et si vous montez une entreprise dans tel ou tel domaine, vous avez quand même une affinité avec les systèmes d'acquisition dans ce domaine-là. Mais vous partez du postulat de base que vous ne savez pas ce qui fonctionne et chaque semaine, vous testez des choses différentes. Et vous construisez votre système d'acquisition petit à petit. Le cycle itératif, en fait, c'est 4 étapes. Vous faites des hypothèses. Imaginons, telle audience, des avocats, va être intéressée par la proposition de valeur de mon outil sur la simplicité de l'utilisation. Vous avez une audience, vous avez une proposition de valeur. Vous faites l'hypothèse que ça va fonctionner. Vous produisez, imaginons, une campagne de cold emailing, donc d'emailing vers ces avocats, en proposant votre valeur, donc votre proposition de valeur, sur la simplicité. Vous produisez la landing, vous produisez les emails, vous construisez la base de données, vous lancez tout ça, donc l'étape de diffusion, puis vous analysez les résultats. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Vous regardez où ça fonctionne et où ça ne fonctionne pas. Peut-être que les emails fonctionnent bien, mais derrière, quand la personne se rend sur votre site, votre landing page, elle ne va pas convertir. Peut-être que vous suscitez l'intérêt, mais que derrière, vous n'allez pas valider son intérêt et vous n'allez pas la faire convertir. Donc, vous repartez dans un cycle d'hypothèses, de production, de diffusion et d'analyse. Et ça, chaque semaine. Alors pourquoi chaque semaine? Comme je le dis là, le rythme hebdomadaire, c'est le rythme qu'on applique chez Germinal. Et en réalité, on s'est mis en difficulté en appliquant ce rythme-là avec nos clients. Parce que c'est un rythme très complexe à tenir. Imaginez, là, ce que je vous ai dit. Vous allez scraper des emails, vous allez rédiger une séquence email, vous allez produire une landing, vous pouvez faire d'autres choses. Eh bien, faire ça à la semaine, au début, c'est simple. Mais au bout d'un moment, il faut avoir des idées. Et il faut continuer à produire. Et on se dit, ah ouais, mais non, mais en fait, mon site, ma landing page, c'est pas parfait, ça ne respecte pas exactement mon identité. Et est-ce que c'est vraiment comme ça que je dois présenter mon produit? Eh bien, peu importe. L'idée, c'est de bouger rapidement. Et d'exécuter rapidement et de diffuser rapidement. Vous devez mettre vos idées, vos hypothèses en contact direct avec votre audience. Et le plus rapidement possible. En fait, le rythme hebdomadaire va vous mettre en difficulté. Et vous allez voir que la première semaine, ça va être facile, la seconde semaine, ça va être facile, mais qu'après, ça va commencer à être complexe. Ou alors, dès la première semaine, ça va être compliqué. Potentiellement, vous dérapez et vous dites, je ne sais pas faire une landing, donc ça va être vraiment compliqué. Mais ça vous force à apprendre et ça vous force à exécuter. Parce que la force de la croissance, elle est dans l'exécution, elle n'est pas dans la réflexion. Alors, nous, c'est comme ça qu'on bosse chez Germinal. En réalité, on se voit avec nos clients chaque semaine, on prévoit de la production, 3 jours d'itération, on produit, donc couleur bleue, on se revoit, meeting, on analyse les résultats s'il y a eu de la diffusion, on prévoit une nouvelle itération de production, on analyse les résultats. Et comme ça, pendant un set de sprint. Et l'idée, c'est de ne pas planifier ce qu'on va faire, mais bien d'évoluer en fonction des résultats. Par exemple, sur un mois d'itération, si chaque semaine vous exécutez, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Première semaine, vous allez créer une landing page. Donc, landing page, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, je vais vous l'expliquer. C'est ce qu'on appelle une page d'atterrissage. C'est une page qui a un objectif défini, par exemple du lead gen, donc générer des leads, pour une audience spécifique. Donc, c'est un one-pager où on a une longue page avec un déroulé, un argumentaire commercial. C'est isolé du site et ça vous permet en fait d'envoyer l'audience spécifique qui est coincée sur cette page-là et qui convertit ou qui part. Donc là, première semaine, on crée une landing page et on crée une campagne Facebook sur des intérêts, campagne Facebook un peu de test pour voir s'il y a un potentiel sur mon audience. Deuxième semaine, on va scraper une base de données, on va rédiger des emails de prospection, on va créer une landing optimisée en fonction de cette base de données avec des champs un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez la stratégie de account-based marketing, mais en gros, la landing va être personnalisée en fonction des coordonnées dans les bases de données. Et tout ça en une semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la potentielle complexité. Semaine 3, on décline, et ainsi de suite. Et entre ces chaque semaine, on a une analyse de résultats,
Et on ne va pas partir sur un plan comme ça dès le début, mais ce plan va se construire semaine après semaine. Et pour moi, là, vous pouvez partir en fait. Parce que ça suffit pour avoir une croissance ambitieuse. Ça suffit. Et tout ce que je vais raconter après, c'est comment visualiser les résultats, comment créer des nouveaux tests et tout ça. Mais en réalité, même si vous n'avez aucune compétence, vous ne savez pas faire de landing, de campagne de pub Facebook, et que vous vous forcez simplement à exécuter à la semaine, et que chaque semaine, vous voulez simplement récolter de la donnée, vous voulez simplement proposer, montrer une proposition de valeur à une audience spécifique, et vous évoluez comme ça petit à petit. Et vous avez plus de chances de grossir en appliquant ça qu'en allant partir sur des plans à 3 mois, à 6 mois, en investissant dans des agences. Il vaut mieux mal exécuter, mais exécuter rapidement. Voilà. Maintenant, on peut partir dans le détail. Alors, comment nous, on réfléchit? Il y a 2 manières de réfléchir à de l'acquisition. Il y a une manière où on réfléchit en termes de flow, c'est-à-dire qu'un flow, c'est on va cibler une audience sur un canal spécifique pour l'envoyer vers une destination. Imaginons, simple, dans l'itération 1, donc dans la semaine 1, on avait dit on fait une landing page, on fait une campagne de pub Facebook. Le flow, c'est on cible une audience A, on la touche avec le canal Facebook Ads et on l'envoie sur une landing page. Ça, c'est un flow, c'est une suite d'étapes. Vous pouvez le voir aussi, aux États-Unis, ils appellent beaucoup ça funnel, mais il y a énormément d'étapes. Pensez plutôt flow, c'est-à-dire que vous avez 3 étapes et pas plus. Vous réfléchissez, une audience, un canal, une destination. Ça vous permet de savoir, d'analyser de manière précise ce qui fonctionne comme canal, ce qui fonctionne comme audience, ce qui fonctionne comme destination. Mais tout voir en flow, ça ne vous permet pas d'avoir une croissance ambitieuse, parce qu'un canal peut ne pas fonctionner. Vous allez par exemple tester Google Ads. Google Ads, donc, en gros, vous allez, comme le SEO, vous allez récupérer différents mots-clés, vous allez voir les mots-clés qui ont une intention d'achat, et au lieu de faire un travail de contenu, d'optimisation et de netlinking comme le SEO, vous allez juste acheter le mot-clé. Et vous allez vous retrouver en top position sur un des 4 premiers résultats si vous payez assez cher et vous allez payer au clic. Vous allez avoir une proportion entre 2 et 5% de ces visiteurs que vous allez payer entre 60 centimes et 3-4 euros, voire beaucoup plus pour certains mots-clés type avocat divorce et tout ça. Vous faites une campagne Google Ads, vous ciblez, imaginons défiscalisation immobilière. Vous créez votre campagne, elle arrive sur une landing page et cette campagne ne fonctionne pas. Les gens, ils recherchent de la défiscalisation Pinel, LMNP, ils arrivent sur une landing page, vous leur demandez leurs coordonnées, ils ne convertissent pas. Vous avez un coût par lead à 200, 300 euros et ça ne vous intéresse pas. Si vous voyez ça en flow, vous allez arrêter cette campagne. Mais en réalité, est-ce que cette campagne ne peut pas vous apporter autre chose? Quel est spécifiquement l'intérêt de ce canal Google Ads? C'est que c'est un des rares canaux qui va vous permettre de cibler une intention particulière. Vous allez toucher des personnes qui sont en train de rechercher des dispositifs de défiscalisation. Donc ce trafic, il est intéressant. Peut-être que vous ne vous êtes pas bien positionné, peut-être que votre landing page ne reprend pas exactement la problématique, vous n'êtes pas assez crédible, donc la personne ne convertit pas. Mais ce trafic qui est arrivé sur la landing page, il est intéressant. C'est du trafic qui correspond à votre audience. Et en réalité, si vous êtes familier avec le système des régies publicitaires, elles fonctionnent tous sur de la donnée. C'est-à-dire que vous pouvez soit utiliser leur targeting classique, par exemple sur Facebook, cibler les 18-25, ou alors vous pouvez utiliser leur potentiel de data pour leur dire « trouve-moi des personnes qui ressemblent à ce trafic-là ». Et là, ça devient intéressant. Parce que vous avez un trafic qualifié sur Google Ads qui ne convertit pas, mais vous avez tous les autres canaux publicitaires sur lesquels vous ne pouvez pas cibler des intérêts défiscalisation immobilière. Et avec ce trafic-là, vous pouvez injecter ce trafic dans les autres régies publicitaires, par exemple Facebook qui est très fort pour ça. Vous faites une audience de lookalike, une audience similaire, et vous dites à Facebook, trouve-moi les 1% des Français, donc 1% des Français, qui ont le même pattern de navigation, qui naviguent sur le web de la même manière que ces visiteurs-là. Et là, vous venez de transformer et vous venez de connecter 2 canaux
pour utiliser le potentiel de Google Ads, alors oui, vous perdez de l'argent, mais derrière, vous enrichissez un pixel, vous enrichissez la data pour Facebook, pour qu'ils puissent aller trouver les personnes qui vous intéressent. Et ça vous permet déjà de descendre vos coûts publicitaires, par exemple. Et c'est ça, penser en flow. C'est-à-dire que là, c'est un funnel. Vous avez une landing, vous avez d'un côté 3 audiences sur Facebook, 3 groupes d'annonces sur Google Ads, tout renvoie sur la landing page. Ça marche ou ça ne marche pas? Si vous analysez ça en flow, vous avez l'audience, Facebook, landing page, audience 1, elle ne fonctionne pas, on la jarte. Mais si vous pensez en système, tous les flows, ils sont connectés entre eux. Et vous devez réfléchir à ce que vous apporte un canal, quel est le trafic, quelle est la qualité de ce trafic-là, et comment l'utiliser pour soit le recibler en retargeting simplement, soit enrichir les pixels de tracking des autres régies publicitaires. Donc sur un système d'acquisition, on va en voir des exemples juste par la suite, vous pouvez faire deux choses en réalité, c'est plutôt simple. Vous pouvez soit ajouter un nouveau flow, donc tester une nouvelle régie, une nouvelle audience, une nouvelle destination, soit vous pouvez modifier un composant de votre système, on va voir ce que j'appelle composant, mais vous pouvez par exemple tester une autre landing, tester d'autres publicités, tester d'autres audiences. Ça, c'est un système, donc c'est le système dont je parlais. Vous avez Google Ads qui ne convertit pas forcément, mais en réalité, ce trafic-là, alors le but c'est qu'au moins il soit break-even, mais après vous enrichissez soit du retargeting ou du lookalike et vous renvoyez sur une landing, une autre ou la même, peu importe. Et ça, déjà, vous avez un système d'acquisition. Et ce n'est plus deux flots d'acquisition. Et c'est super important de réfléchir en système. C'est ça qui va vous permettre, alors ça va vous complexifier la vie, c'est-à-dire que vous n'allez plus savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Si vous rajoutez à ça les modèles d'attribution, c'est fini en fait. Vous vous levez le matin, vous ne savez plus où vous en êtes. Mais en réalité, il n'y a que comme ça que vous allez construire une croissance ambitieuse. Parce que, en premier point de contact, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Et si je prends l'exemple du SEO, c'est la même chose. Le SEO, si vous êtes bon, vous allez brasser énormément de trafic, mais ce trafic ne va pas convertir. Ce trafic, vous allez avoir des taux de conversion qui vont être pétés. Alors oui, si vous me dites, oui, mais donc j'ai des audiences, en gros, qui sont là dans de la recherche, que je vais recibler après, ok, très bien. Mais n'empêche que ce trafic, il faut en faire quelque chose. Et si vous voyez juste le SEO comme un flow et comme un canal d'acquisition, c'est mort. Il faut le voir en système. Et ce trafic-là, il faut penser à quoi il va vous servir. Ça, c'est un système d'acquisition. Ça, c'est un système d'acquisition SaaS B2B, et encore, il est simplifié parce que sinon, ça ne rentrait pas dans la slide. Parce qu'on voit ici, en gros, on a des campagnes de retargeting ici. En gros, elles sont symbolisées par en violet ads, mais alors qu'en réalité, elles utilisent tous les différents canaux. Donc ça, on a plein de canaux d'acquisition qui renvoient vers une page, par exemple un lead magnet, et en réalité, après, vous aurez la presse, donc vous pouvez regarder en détail. Ça, c'est voir en système. Tout est connecté et tout s'enrichit. Système e-commerce, même chose, page produit, retargeting, lookalike, après on a de l'affiliate programme, du SEO content sur les pages produits. Ça, c'est un système d'acquisition. App mobile, beaucoup plus simple parce qu'en gros, on fait téléchargement et après, est-ce que la personne elle est activée ou pas, et on la retarget et on lui envoie des emails. Alors, comment commencer pour la croissance de votre boîte? Je pars du principe que peu de choses sont faites. Commencez par des flows, évidemment. Commencez pas à dessiner un funnel hyper complexe et là, vous allez vous dire, mais en fait, qu'est-ce que j'exécute, qu'est-ce que je fais? Évidemment, vous commencez par un flow. Vous choisissez un canal qui vous paraît pertinent pour votre audience. Vous ciblez l'audience, vous voulez afficher une bonne proposition de valeur. Vous renvoyez sur une landing, votre site, votre page produit, un quiz, peu importe. Et petit à petit, à chaque fois, soit vous modifiez un des composants, soit vous rajoutez un flow. Alors, je parle de composants du système d'acquisition. C'est quoi? Alors, le composant, moi, je vois vraiment ça, et c'est ce qui nous a permis d'exécuter très très rapidement chez Germinal, c'est qu'on a systématisé le système. C'est-à-dire qu'un système d'acquisition, en réalité, ce n'est que deux choses. Ce n'est qu'un canal et ce n'est qu'une destination. Et chaque composant a eu un objectif précis. Le canal, c'est d'aller envoyer du trafic. Alors oui, vous pouvez avoir un objectif secondaire de générer de la notoriété, mais la notoriété, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est de la conversion directe. Donc le canal, c'est un objectif précis, générer du trafic, pas générer de la conversion. Le canal ne génère pas de la conversion directement. La conversion, c'est l'objectif de la destination. Et la conversion, ça peut être un achat, ça peut être un ajout panier, ça peut être un lead, ça peut être une vue de plus de 30 secondes sur votre article de blog. Peu m'importe. Mais une destination ne doit avoir qu'un objectif de conversion. Et même en SEO, le problème du SEO, alors je ne vais peut-être pas commencer à bâcher le SEO dans des conférences de SEO, mais en réalité, souvent on se concentre sur le trafic et on ne se concentre pas sur la conversion. Et donc on va m'envoyer du trafic, énormément de trafic, sur des pages optimisées SEO, mais qui ne sont pas
du tout optimisés pour la conversion. Et c'est là où il faut mélanger les deux mondes. Je parle beaucoup de paid parce que je suis très paid. Moi, j'ai un profil paid et copywriting. Et un peu SEO. Mais qu'en réalité, le SEO, très bien, mais si vous m'envoyez sur une page de contenu qui n'est pas optimisée pour la conversion, qui n'a pas d'objectif précis, ça ne sert à rien d'avoir des dizaines de milliers de visiteurs. Vous devez envoyer sur une page qui a un objectif. Peut-être que votre objectif c'est du trafic, juste d'avoir du trafic à retargeter, vous faites d'autres choses avec ce trafic. Peut-être que c'est du lead gen, et dans ce cas-là, dans vos pages de contenu, vous les formatez un peu comme une landing page lead gen avec un formulaire. Mais vous devez être clair, quel que soit votre canal d'acquisition, et le SEO, c'est un canal d'acquisition. Vous devez être clair sur l'objectif. L'objectif de SEO, vous générez du trafic, mais derrière ce trafic, il arrive sur une destination, et quel est l'objectif de cette destination? Alors, en canaux, on a deux types de canaux payants, canaux gratuits. SEO, c'est un canal gratuit. Les canaux payants, ça vous demande quoi? De l'argent. Les canaux gratuits, ça vous demande quoi? Du temps. En réalité, alors, c'est une guerre sans fin. Hein. Il y a des gens qui ne comptent que sur les canaux payants, et d'autres qui ne comptent que sur les canaux gratuits. En réalité, il faut faire les deux, évidemment. Alors, canaux payants, Facebook Ads, Google Ads, tout le monde les utilise, c'est très cool. Facebook Ads, ça vous permet de cibler par intérêt. Google Ads par intention. C'est-à-dire que Google Ads, vous allez répondre à une intention de l'utilisateur. La personne recherche quelque chose, vous allez vous positionner, un peu comme le SEO en réalité, sauf que vous êtes juste dans les 4 premiers résultats et vous avez un taux de clic plus faible parce que c'est de la publicité. Google Ads est un bon canal pour tester le potentiel de mots-clés en conversion avant de faire du SEO. Si vous voulez vous positionner par exemple sur la construction de terrasses en bois, achetez les mots-clés terrasse en bois sur Google Ads pour voir si votre page de destination est convertie avant d'investir du temps dans l'optimisation SEO. YouTube, c'est un peu utilisé, mais on va le voir par la suite en avantage et inconvénients, mais personne n'arrive à le faire convertir. Souvent, c'est utilisé par des agences qui dépensent énormément de budget juste pour améliorer la notoriété d'une marque. En réalité, il y a énormément de choses à faire sur YouTube Ads, mais il faut juste arriver à avoir une pub bien impactante parce que c'est de la vidéo, c'est complexe et potentiellement ça coûte cher. Donc il faut faire quelque chose de pas trop cher pour tester plein de choses différentes. Comme je disais, c'est toujours le test en continu. Donc si vous investissez 10 000 balles dans une vidéo YouTube et qu'elle ne convertit pas, bah, c'est con pour vous. Donc faites des petites vidéos, testez plusieurs fois plein de vidéos différentes. Et en réalité, YouTube, vous pouvez le tester en acquisition, en retargeting et aussi en lookalike. Donc, il faut tester plein de choses. Complexe comme canal. Pinterest, Snap, des canaux pas du tout utilisés, mais genre pas du tout. Les coûts sont très bas et c'est ouf ce qu'on peut faire dessus. LinkedIn Ads, on verra par la suite, mais coûts super élevés. Ça va être complexe de convertir. Après, vous avez toutes les régies de Native Ads, donc c'est les pubs qui sont en bas des articles, Libé, Le Monde, Le Figaro, les petits encarts là, comment maigrir rapidement en 30 jours, ou alors ce drone qui a été acheté par des milliers de Français, ou cette montre en bois magnifique. Vous avez en réalité beaucoup de dropshippers qui sont là-dessus, sur les Native Ads, des dropshippers qui font beaucoup d'argent avec des Native Ads, beaucoup plus qu'avec Facebook Ads. Et vous avez des grandes marques aussi de voitures, d'assurance et tout ça qui font que de la notoriété. Donc c'est assez étonnant comme régie publicitaire. Et vous avez tous les influenceurs aussi, que je mets dans des canaux payants parce qu'en réalité, il suffit de leur donner un billet et derrière, ils font un post. Alors, les canaux payants, il faut bien maîtriser, et là, ça commence à être complexe parce que je vous ai listé les forces et les faiblesses de chaque canal, parce qu'en réalité, vous devez comprendre qui vous touchez, quelle audience, dans quel état d'esprit elle est, pour utiliser le canal au bon moment et utiliser justement tous ces pixels de tracking. Tous les canaux payants ont des pixels de tracking, donc ils récoltent de la donnée sur votre site, et ces pixels-là, vous devez les installer dès le début. Parce que vous devez envoyer aux différentes régies publicitaires quel est le trafic de votre site et d'où viennent les conversions. Quel type de personnes convertissent sur votre site. Même si vous ne comptez pas faire de la publicité sur Snap, si votre audience est sur Snap, mettez le pixel Snap. Ça remonte la donnée de votre trafic, potentiellement tous vos efforts SEO, ça va construire une base de personnes qui ont un intérêt pour les terrasses en bois, par exemple, et vous allez faire de la pub sur Snap ensuite pour les terrasses en bois. Bon courage pour convertir. Installer tous les pixels de tracking dès le début, ça c'est hyper important. Souvent, je vois des entreprises qui disent « Ah, on va faire du YouTube Ads. » Ouais, mais désolé, mais en fait, tu n'as pas mis de pixels de tracking, donc en fait, on part de zéro. Tu en aurais mis, pendant tes 3 ans de boîte, ça aurait accumulé de la donnée, tes campagnes, elles auraient converti, presque sûr. Alors, force et faiblesse de chaque canal, j'en ai parlé un tout petit peu. Facebook Ads, vous pouvez l'utiliser partout, c'est pour ça que tout le monde vous parle de Facebook Ads, parce que c'est assez fou, ça convertit tout le temps, B2C, B2B, e-commerce, app mobile. C'est juste
Comment l'utiliser? Quel type de message? C'est super puissant parce que vous pouvez cibler tout le monde et sa donnée est très très puissante. C'est-à-dire que sur Facebook Ads, vous pouvez même faire une audience qu'on appelle audience blanche, c'est-à-dire sans targeting, 18, 65+, sans intérêt, sans localisation, vous mettez juste le pays, par exemple France. Vous envoyez la publicité, une publicité, et bien si vous avez bien envoyé les données dans Facebook Ads qui connaît votre profil de visiteur, qui connaît votre profil, les profils des personnes qui vont convertir, eh bien il va aller trouver ces personnes tout seul. Puisqu'il travaille sur des bassins d'audience et il analyse en gros les comportements de navigation de tout le monde, parce que quand je vous dis installer les pixels de tracking, en réalité, eh ben, c'est avec ces pixels de tracking que toutes les grandes régies publicitaires nous espionnent tous. Petite info, vous pouvez aller voir sur Facebook, vous tapez facebook.com/ads, au pluriel, /preferences, au pluriel, vous allez voir tous vos centres d'intérêt selon Facebook et tous les tags qu'il peut vous mettre et comment vous pouvez être ciblé par les annonceurs. Le point faible de Facebook, le seul point faible de Facebook, c'est que c'est complexe à scaler parce que l'algorithme, il est tellement data-driven, il va tellement aller chercher automatiquement les personnes, vous n'avez pas trop de contrôle, même si vous faites une audience très précise de 100 000 personnes, en fait, il va se concentrer sur 20 000 personnes qu'il trouve plutôt sympa, sauf que si vous augmentez le budget, bah, il va sortir de ce bassin d'audience, il ne va plus savoir quoi faire. Donc c'est très complexe à scaler, donc scaler, augmenter le budget en gardant les mêmes coûts d'acquisition. Google Ads, vous êtes sur des requêtes intentionnistes, donc vous répondez à une intention d'achat ou de recherche d'informations, mais vous savez exactement dans quel état d'esprit la personne est, sauf que derrière, bah, c'est cher parce que tout le monde est dessus. Par exemple, dans l'assurance, complexe de convertir sur Google Ads parce que tous les grosses assurances, Allianz et autres, mettent plein d'argent et ne se concentrent même pas trop sur leur coût d'acquisition. Donc complexe, mais derrière, ça peut vous permettre d'enrichir les données des autres canaux. YouTube Ads, l'intérêt pour moi, c'est le format, c'est la vidéo, c'est sympa, sauf que derrière, c'est très complexe de convertir en premier point de contact. Utiliser en retargeting, ça vous permet de juste faire croire à la personne que vous êtes partout sur le web. Pinterest. Alors Pinterest, c'est un super canal parce que c'est très peu cher. Vous pouvez avoir des coûts par clic à 5 centimes sur Pinterest. Alors le coût par clic, vous allez me dire, ça ne veut pas dire grand-chose. Ok, je paye 5 centimes le clic, mais derrière, est-ce que la personne convertit? Eh bien non, elle ne convertit pas. Pinterest, ça va être très complexe de convertir derrière. Vous allez générer énormément de trafic, c'est la même chose que Snap, mais derrière, les gens, ils ne vont pas convertir. J'ai quelques réussites sur Pinterest, sur des e-commerce, du vêtement, des choses comme ça. Je sais que le shop et moi fonctionne super bien en pub sur Pinterest. C'est complexe parce qu'il faut comprendre quel est l'état d'esprit de son audience, qu'est-ce qu'elle regarde sur Pinterest, se fondre dans la masse, et en même temps, ne pas être trop discret parce que vous ne voulez pas être pris pour de l'inspiration. Vous ne voulez pas que les gens cliquent sur votre publicité ou vous pinent et aillent juste voir pour s'inspirer. Donc il faut mettre plein de textes sur la pub. Vous allez voir, le plus simple sur Pinterest, c'est que vous cherchez les mots-clés. Alors, c'est aussi des requêtes intentionnistes, puisque vous êtes dans une recherche sur Pinterest, et vous vous positionnez, en fait, en reprenant les mots-clés sur l'image Pinterest. Vous n'avez pas de texte, en fait. Donc, en fait, vous mettez votre texte sur l'image, et derrière, c'est comme ça que vous pouvez avoir des clics qui sont qualifiés. Snap, alors Snap, je n'ai aucune idée comment bien l'utiliser. Je n'ai pas fait assez de tests. J'ai... Franchement, 20% de mes expérimentations qui fonctionnent. Donc en gros, un faible coût de production vidéo, parce que plus vous faites une vidéo quali sur Snap, moins ça marche, ça c'est sûr. Donc faites des unboxings, des choses comme ça directement filmées avec votre téléphone portable. Le ciblage, il est approximatif, vous ciblez que des jeunes. Vous avez différents ciblages, 18-25, vous avez même 13-18. Et après, vous avez 35+. Et vous avez un ciblage 35+. Vous ne pouvez pas cibler plus haut. LinkedIn, très cher, c'est orienté pro. Alors pareil, LinkedIn, vous n'allez pas convertir, vous allez payer votre clic 6-7 € quand vous allez payer. Donc ce qui est très cher, parce que sur Facebook, vous allez payer en moyenne 60-70 centimes, sur Google Ads, 2 €, 1,50 €, sur LinkedIn, 6, 7, 8 €. Sauf que vous allez pouvoir cibler des pros, très spécifiquement, sur des niveaux hiérarchiques, des entreprises et tout ça. Donc pareil, vous pouvez très bien capter du lead sur LinkedIn, après les nurturer par email, leur envoyer des emails et les faire convertir beaucoup plus tard. Il faut faire attention à comment vous utilisez les canaux. Si juste vous considérez LinkedIn comme un canal d'acquisition sur un flow, LinkedIn landing page, ça ne marchera pas, évidemment parce que ça sera beaucoup trop cher. Taboola Outbrain, pareil, le ciblage il est complètement horrible, vous ciblez juste tout le monde. Et le coût par contre, il est très bon parce que vous êtes à 2-3 centimes le clic. Pareil,
tabula, outbound, ligatus, petit tips, n'envoyez pas sur une landing, ni du lead gen et tout ça, envoyez plutôt sur ce qu'on appelle les advertoriales. C'est des articles de blog, alors c'est très américain, vous pouvez le voir encore dans des revues pour personnes âgées, c'est des articles qui vous vendent un produit, simplement, et c'est des articles sponsorisés. Faites ça sur Taboola, Outbrain, ça fonctionne plutôt bien, donc c'est un article qui est sur votre blog et qui vend votre produit un max. Et les influenceurs, alors j'ai peu d'expérience, je ne suis pas très bon en relation influenceur. Quand je fais des expérimentations, je passe par une agence. C'est complexe, c'est justement pour ça que je passe par une agence, parce qu'il faut trouver les bons influenceurs qui ne vous arnaquent pas. Mais derrière, si vous avez confiance dans votre partenaire, vous pouvez avoir un impact énorme en 3 jours en termes de vente. Pour votre application, vous pouvez vous retrouver top 1 pour 8 à 12 000 euros d'investissement. Et pareil pour du e-commerce, vous pouvez être connu de tout le monde. Vous avez une notoriété énorme. Alors, les canaux gratuits. Les canaux gratuits, contrairement aux canaux payants, ça vous demande du temps. Ça ne vous demande pas d'argent, mais du temps. Donc, vous avez le SEO, vous avez les relations presse, vous avez YouTube, LinkedIn, vous avez de l'emailing, donc de la prospection emailing. Vous avez aussi de la viralité. Ce que j'appelle viralité, c'est que vous mettez en place dans votre outil un programme de referral. Vous offrez 5, 10, 15 euros si la personne recommande ses amis. Alors, à noter, il vaut mieux offrir 15 euros, 20 euros, que d'offrir 20%. Parce que quand vous offrez 15 euros, si la personne ne les utilise pas, elle les perd. Si vous offrez 20%, elle comprend tout de suite qu'il va falloir dépenser de l'argent. Ça, c'est un super tip, c'est assez ouf, c'est un des biais cognitifs, en tout cas. Offrez quelque chose qui, s'il n'est pas utilisé, est perdu. Alors, donc là, on a vu les canaux. Canaux payants, canaux gratuits. Les destinations. Les destinations, on a plusieurs choses. On a bien sûr des landing pages, on a votre site, on a des articles de blog, on a des quiz donc pour générer du lead gen, pour segmenter vos visiteurs, on a des webinars, du lead magnet, des pages produits. Tout ça, ça ne doit avoir qu'un seul objectif. Vous devez être clair quand vous faites une destination, vous devez être clair sur l'objectif. C'est-à-dire qu'une landing, vous ne devez avoir qu'un seul objectif. L'objectif de votre landing page, ce n'est pas d'envoyer les visiteurs sur votre blog. C'est de récolter ses coordonnées, avoir un ajout panier. Mais un seul objectif, c'est hyper important. Et ça paraît bête, mais souvent, on se dit « Ah ouais, mais là, j'ai aussi un calculateur et tout, donc je vais faire une landing qui va envoyer sur de la demande de démo, mais aussi sur mon calculateur. Et en réalité, j'ai des articles dans Le Monde, Libé, donc je vais aussi relier vers ces journaux-là. » Et bien là, vous perdez vos visiteurs. Et il vaut mieux les perdre parce qu'ils ne convertissent pas et qu'ils partent, parce que vous allez maximiser en fait votre taux de conversion. C'est-à-dire que si vous ne mettez aucun lien vers votre site, que sur votre landing, vous n'avez qu'un lien vers votre objectif de conversion ou qu'un formulaire, vous allez avoir des taux de conversion entre 9 et 13%. Alors que si vous envoyez les visiteurs sur le site, sur un calculateur et tout, vous allez faire chuter votre taux de conversion. Petit tips pour une landing, la landing fonctionne à partir de 10% de conversion. Alors je sais, ça va dépendre si votre produit il est gros, s'il est cher, si c'est juste un ajout panier ou pas, mais en réalité, le 10% fonctionne plutôt bien. 10% d'interaction sur la landing, c'est-à-dire que 10% d'interaction avec votre call to action, 10% de clics sur le bouton, 10% d'interaction avec le formulaire. Si vous êtes à moins de 10%, vous pouvez l'optimiser facilement. Si vous êtes à plus de 10%, ça va être complexe. Vous allez devoir faire des énormes modifications de la landing page. Alors, sur les différents types de destinations, donc les différents types d'objectifs, vous avez des objectifs qui sont plus ou moins loin dans le funnel, donc dans la réflexion de la personne, de votre prospect. Vous avez des destinations qui vont vous faire capter du lead, vous avez même des destinations qui vont vous générer du trafic, par exemple un article de blog. Oui, vous pouvez avoir un article de blog qui génère des leads, mais vous avez surtout des articles de blog qui vont vous générer du trafic. Premier point de contact. Objectif le plus faible, avec le moins de valeur. Ensuite, vous avez des destinations avec des objectifs de lead. Vous récoltez les coordonnées de la personne. Donc, c'est une première transaction. La personne vous donne ses coordonnées en échange de quelque chose. Et donc, en échange d'une valeur. Derrière, vous envoyez peut-être une séquence email, vous envoyez peut-être une newsletter, peut-être que vous envoyez un lead gen, donc un document PDF, un livre blanc, mais vous offrez quelque chose en échange de ces coordonnées. Et ensuite, derrière, vous avez tout ce qui est achat. Commencez votre système d'acquisition, vos premiers flows, avec des objectifs bien en amont. Ça ne sert à rien de pousser de l'achat sur Facebook Ads directement sur une audience froide par intérêt, parce que vous n'allez pas convertir. Et si vous allez convertir, vos
vos coûts vont être tellement élevés que vous allez vite abandonner. Alors que si vous générez, alors peut-être pas du trafic dans un premier temps, mais faites du lead, commencez à générer des marques d'intérêt, parce que ça va vous permettre de, toujours pareil, de générer de la donnée, de générer de l'événement, de générer de la conversion, pour après enrichir les pixels des différentes régies publicitaires. Par exemple, un exemple de petit système d'acquisition que vous pouvez faire, commencez par un quiz. Ça, c'est assez ouf, les quiz. Même en B2B, ça fonctionne super bien. Dans tous les domaines, type assurance et tout, il y a beaucoup de personnes qui font de la captation de leads par un quiz. Mais vous pouvez faire aussi un quiz sans captation de leads, un truc un peu sympa. Après, derrière, vous allez segmenter votre trafic, vous allez renvoyer sur des pages différentes. Et en fait, après, vous pouvez faire des campagnes de retargeting en fonction de ces différentes qualifications de leads. C'est-à-dire que vous faites un quiz, et en fait, vous allez segmenter les leads par problématique. Je crois que j'ai mis un exemple. Oui, exactement. LinkedIn Ads, vous ciblez une audience de professionnels qui vont vous coûter cher. Si vous leur envoyez de la demande de démo, de la conversion, de l'achat en direct, ça va vous coûter 10, 12 € le clic. Moins votre publicité est intéressante, plus ça va vous coûter cher. C'est la règle sur toutes les régies publicitaires. Donc comme je disais, LinkedIn c'est cher, 6 à 7 € le clic en moyenne. Si votre pub elle n'est pas intéressante, ça va vous coûter très cher. Faites un quiz. Faites un truc sympa, B2B, quelle est la puissance, est-ce que votre puissance Internet, je crois que tu avais fait un truc comme ça, Benjamin, est-ce que ça fonctionne bien ou pas, est-ce que votre connexion fonctionne bien? Derrière, vous avez 3 cas, 3 problématiques différentes, et vous renvoyez sur des landing pages différentes. Et derrière, vous renvoyez vers un webinar différent. Vous avez capté les données, et vous renvoyez, vous adaptez le discours sur la page et sur le webinar. Puis vous envoyez un email derrière, et en fait, vous segmentez vos leads comme ça, sans tout de suite capter les données de la personne, vous renvoyez, ah oui, on a une campagne de pub Facebook entre le quiz et la problématique, et ça vous permet petit à petit de segmenter les personnes pour adapter le discours. L'objectif d'un système d'acquisition, c'est de bien comprendre quel type de trafic amène un canal donné, et quel est le potentiel de ce canal. Vous devez rebondir, vous devez envoyer du trafic avec un canal A, l'envoyer sur une destination, enrichir le pixel d'un autre canal, et l'idée c'est de construire petit à petit un système d'acquisition. Alors vous avez différents, je vous donne des exemples de systèmes d'acquisition. Par exemple, juste sur une base de données que vous allez prospecter. Vous scrapez une base de données, vous envoyez une séquence de 4 emails. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire de la prospection en cold emailing, mais vous pouvez aussi derrière reconstruire des adresses perso pour enrichir des audiences Facebook. Donc ça, alors désolé, ça passe un peu vite de base de données scrapée à reconstruction d'adresses perso, mais ça je vous laisserai rechercher sur Internet. Et en réalité, vous pouvez construire des audiences sur Facebook de personnes qui sont dans votre base email. Et donc, en parallèle de vos emails de prospection, vous envoyez de la pub sur Facebook. Avant, pendant et après. Et vous renvoyez tout ça sur la landing. Et ça va maximiser votre taux de conversion. Et au lieu de penser en flow, pensez en système. Et ça, c'est un mini-système. C'est tout petit, vous utilisez juste de la pub en plus. Mais ça maximise vos performances. Derrière, pareil, votre trafic naturel SEO, comme je le disais, et je l'ai dit tout à l'heure, mais enrichissez vos audiences sur Facebook Ads, Pinterest, LinkedIn. Enrichissez, et derrière, ça va maximiser vos perfs si un jour vous voulez faire du payant. Alors, ça, c'est un petit tips. Écoutez bien parce que c'est hyper important, et si vous faites du lead gen, ça va révolutionner vos performances. Vous envoyez sur Google Ads sur une landing en lead gen avec un formulaire. Il y a une partie de vos visiteurs qui vont convertir. Sur ces visiteurs-là, vous allez renvoyer au pixel Facebook l'événement lead, mais aussi des propriétés. Et tous les champs que la personne a remplis, vous allez les renvoyer au pixel Facebook. C'est-à-dire que, par exemple, reprenons l'exemple de défiscalisation Pinel, vous allez demander son revenu, le montant de ses impôts. Au lieu de renvoyer à Facebook simplement l'événement lead, vous allez envoyer à Facebook le lead et le montant des impôts. Et vous allez faire beaucoup d'impôts, peu d'impôts, et je ne te vois pas avec la buée. Et derrière, vous allez enrichir 3 audiences sur Facebook. C'est-à-dire que vous allez avoir une audience Facebook avec des leads très qualifiés, des leads moyennement qualifiés et des leads peu qualifiés. Et ça va vous permettre derrière... Alors, pourquoi on segmente en 3? C'est parce que vous allez avoir beaucoup plus de leads pas qualifiés que de leads très qualifiés, mais en réalité, plus vous allez enrichir comme ça, plus votre audience de leads très qualifiés va fonctionner. Et derrière, vous allez transformer complètement Google Ads et la recherche intentionniste, vous allez la transposer sur Facebook et vous allez surtout pouvoir dire à Facebook « ça, ce sont mes meilleurs leads. Ça, ce sont les personnes qui payent le plus d'impôts. » Et lui, il va aller les trouver. Il y a quelques années, on pouvait cibler les gens par revenu. Alors, principalement aux États-Unis, ça fonctionnait un tout petit peu en France. Maintenant, c'est complètement interdit depuis les dernières élections américaines.
Mais ça vous permet, donc évidemment, ça vous demande un investissement en amont, mais derrière, ça vous permet d'importer dans Facebook les meilleures audiences. Ok, on va finir par optimisation des composants. Je finis rapidement, Benjamin. Comment? Vous avez deux types d'optimisation. Vous pouvez optimiser un canal et vous pouvez optimiser une destination. Alors, optimiser un canal, c'est plutôt simple en réalité. Testez des messages différents, par exemple sur Facebook, mettez des nouvelles créas et réfléchissez vraiment en problématiques, en bénéfices, en cas d'utilisation. Testez des nouveaux angles publicitaires. Ensuite, testez des audiences différentes, évidemment. Alors, du lookalike, du retargeting, vous pouvez faire plein de segmentations possibles. Et le problème, c'est qu'il faut bien comprendre comment fonctionne la régie. Donc, vous spécialisez-vous régie par régie. Mais sur Facebook Ads, par exemple, vous pouvez faire des lookalikes 1, 2, 3, 4, 5%, puis faire des exclusions dedans. Et enfin, tester, mais tout en dernier, des optimisations techniques, c'est-à-dire est-ce qu'on fait du trafic, est-ce qu'on fait de la conversion, est-ce qu'on fait des enchères automatiques, est-ce qu'on fait des enchères hautes, basses. Mais ça, peu importe. Laissez les régies publicitaires en automatique, ça fonctionne très bien. Et testez un maximum, bossez votre copywriting, testez un maximum la manière de présenter votre produit à une audience. Réfléchissez en audience et différentes problématiques pour cette audience. C'est comme ça que vous allez réussir à optimiser les différents canaux. Et les destinations, eh bien, changez complètement de type de destination, remplacez une landing lead gen par un quiz, par exemple, ou alors retravaillez entièrement le copywriting de votre landing page. Au lieu de tester des déclinaisons de headline, changer un bloc, retravaillez complètement votre landing. Vous avez une version A et version B qui sont complètement différentes. C'est comme ça que vous allez avoir des performances différentes. Et c'est comme ça, en fait, que vous pouvez avoir un différentiel de taux de conversion qui vous permet d'atteindre la significativité. Parce que si vous faites des petits tests, en réalité, si vous avez 1% de différence de conversion entre la landing A et la landing B, eh ben ça peut être dû au hasard. Et donc, c'est pour ça que ne testez pas des types, des couleurs de boutons, des différentes headlines, mais changez complètement, radicalement de destination. Et enfin, vous pouvez aussi adapter la destination à son canal, c'est-à-dire reprendre le wording du message publicitaire, reprendre l'audience et décliner toutes les différentes landing pages. C'est-à-dire que si vous vous adressez à des avocats, reprenez les problématiques des avocats dans les landing pages. Hop, c'est tout pour moi.